Thomas Mercier, plombier de métier depuis 25 ans à Lyon, se tenait debout dans l'imposante entrée de la demeure du juge François Leroy. L'eau gouttait lentement du plafond, formant une petite flaque sur le parquet ancien. La résidence, située dans le prestigieux quartier d'Ainay, respirait l'opulence et le privilège. Des tableaux de maîtres ornaient les murs, et le mobilier d'époque suggérait des générations de richesses. Le juge Leroy, homme de 60 ans aux tempes grisonnantes, fixait Thomas avec un regard méprisant. Connu pour sa sévérité dans les tribunaux lyonnais, il portait son autorité comme une armure, même dans l'intimité de sa maison. « Je n'ai pas toute la journée, monsieur Mercier. J'ai une audience importante dans 3 heures. Cette fuite doit être réparée immédiatement, sans délai, sans désordre. » Thomas hocha la tête, habitué à ce type de traitement. À 52 ans, les rides au coin de ses yeux témoignaient d'une vie de labeur. Ses mains calleuses contrastaient avec celles manucurées du juge. Il commença à examiner le problème, conscient du regard impatient qui pesait sur lui. « La fuite provient probablement de la salle de bain du premier étage. Je vais devoir vérifier les tuyauteries. Faites vite alors, » répliqua sèchement le juge avant de disparaître dans son bureau. En montant l'escalier en marbre, Thomas réfléchissait à sa propre situation. Veuf depuis 3 ans, il élevait seul son fils Lucas, étudiant brillant en droit à l'université Lyon 3. L'ironie ne lui échappait pas. Son fils pourrait un jour devenir comme cet homme, qui le traitait avec si peu d'égards. Dans la luxueuse salle de bain, Thomas identifia rapidement le problème. Une canalisation ancienne, usée par le temps, avait cédé derrière un mur. Ce n'était pas une simple réparation, mais un travail qui exigerait d'ouvrir le mur et de remplacer une section entière de tuyauterie. Quand il redescendit pour expliquer la situation au juge, celui-ci explosa. « Hors de question. Je refuse que vous démolissiez ma salle de bain. Réparez uniquement la fuite et partez. Monsieur le juge, cette solution ne serait que temporaire. Dans quelques semaines, la fuite recommencera, probablement pire. » Le juge se leva, dominant Thomas de toute sa hauteur. « Écoutez-moi bien, je connais votre type, toujours à chercher à gonfler la facture. Ma femme a insisté pour vous appeler parce que vous avez la réputation d'être honnête, mais je vois que vous êtes comme tous les autres. » Thomas sentit la colère monter en lui, mais resta professionnel. « Je peux faire une réparation temporaire, mais je dois vous avertir des risques. C'est tout ce que je demande. Faites-le et partez. » En retournant à la salle de bain, Thomas croisa une femme élégante aux cheveux argentés qui descendait l'escalier. Madame Leroy, visiblement, qui lui adressa un sourire contrit. « Ne faites pas attention à mon mari, monsieur Mercier. Il est sous pression avec une affaire difficile. Je comprends, madame. »« Non, vous ne comprenez pas vraiment, » dit-elle doucement. « François n'a pas toujours été ainsi. C'est cette affaire. Elle concerne un jeune homme accusé d'agression. Le fils d'un de nos amis proches. » Thomas hocha poliment la tête, sans vraiment saisir pourquoi elle lui confiait cela. Il retourna à son travail, appliquant une solution provisoire qui tiendrait quelques semaines, peut-être un mois, avec de la chance. En fin d'après-midi, alors qu'il rangeait ses outils, son téléphone vibra. Un message de Lucas. « Papa, j'ai besoin de te parler. C'est important. Je serai à la maison ce soir. » Le ton inhabituel inquiéta Thomas. Son fils, d'ordinaire si indépendant, ne demandait que rarement des conversations sérieuses. Le juge apparut dans l'encadrement de la porte, vérifiant le travail avec un œil critique. « Combien je vous dois ?» Thomas lui présenta la facture, volontairement modeste malgré les heures passées. « C'est raisonnable », admit le juge à contre-cœur, sortant son portefeuille. « Mais j'espère que votre réparation tiendra. »« Je vous ai expliqué les limites, monsieur le juge. Si le problème revient, n'hésitez pas à me rappeler. » Alors qu'il quittait la maison, Thomas sentit le poids de la journée sur ses épaules. Entre ce client difficile et l'inquiétude pour son fils, il avait hâte de rentrer chez lui, dans leur modeste appartement de la Croix-Rousse. Ce qu'il ignorait, c'est que le message de Lucas et la maison du juge Leroy allaient bientôt se révéler liés d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer, marquant le début d'une épreuve qui mettrait à l'épreuve non seulement son métier, mais aussi ses valeurs les plus profondes.
L'appartement de Thomas était modeste mais chaleureux, situé dans une ancienne bâtisse de la Croix-Rousse avec vue sur la Saône. Après 25 ans de métier, il aurait pu s'offrir mieux, mais ce logement gardait l'empreinte de Marie, son épouse décédée, et ni lui ni Lucas n'avaient jamais voulu déménager. Quand Thomas poussa la porte ce soir-là, il trouva son fils assis à la table de la cuisine, un dossier ouvert devant lui. Lucas, 22 ans, grand et mince comme l'était sa mère, semblait avoir vieilli de plusieurs années en quelques heures. Ses yeux rougis trahissaient des pleurs récents. « Lucas, qu'est-ce qui se passe ?» Le jeune homme leva la tête. « Papa, je suis dans une situation terrible. » Thomas s'assit face à son fils, repoussant la fatigue de sa journée. « Raconte-moi tout. Tu te souviens de Marc Desrosiers, mon ami de la fac ?» Thomas hocha la tête. Marc était venu plusieurs fois dîner chez eux. Il a été arrêté il y a 3 jours, accusé d'avoir agressé physiquement un autre étudiant lors d'une soirée. Thomas sentit un frisson le parcourir, se rappelant la conversation avec Madame Leroy. « Le problème, poursuivit Lucas en tremblant légèrement, c'est que j'étais présent cette nuit-là. J'ai tout vu, et Marc est innocent. C'est l'autre type qui a commencé la bagarre, mais maintenant il prétend le contraire. Et le père de cet étudiant, c'est un homme influent, ami avec le juge qui présidera l'audience préliminaire. »« Quel juge ?» demanda Thomas, redoutant déjà la réponse. « François Leroy. » Thomas ferma les yeux un instant, assimilant l'information. Le monde était parfois cruellement petit. « Je dois témoigner, papa. Je suis le seul témoin qui peut innocenter Marc. Mais, le père de l'autre étudiant, Philippe Vernet, est un promoteur immobilier important. Il finance en partie ma bourse d'études. Si je témoigne contre son fils, je perds tout. Et Marc risque 3 ans de prison, si personne ne parle. » Thomas observa son fils, ce jeune homme qu'il avait élevé seul ces dernières années, en qui Marie aurait été si fière. « Qu'est-ce que tu comptes faire ? Je ne sais pas, » admit Lucas. « J'ai peur, papa. Pas seulement pour ma bourse, mais pour mon avenir. Philippe Vernet a des contacts partout dans le milieu juridique à Lyon. Si je me mets à dos cette famille… » Thomas se leva et prépara du café, laissant à son fils le temps de rassembler ses pensées. La situation était délicate, certes, mais la réponse lui semblait évidente. « Tu sais, » commença-t-il en posant 2 tasses sur la table, « quand ta mère est tombée malade, les médecins nous ont dit qu'il y avait peu d'espoir. Certains nous ont suggéré de ne pas poursuivre les traitements coûteux. Mais ta mère voulait se battre, et nous l'avons fait, jusqu'au bout. » Lucas écoutait attentivement, les yeux brillants. « Ce que je veux dire, » poursuivit Thomas, « c'est qu'il y a des moments dans la vie où faire ce qui est facile n'est pas la même chose que faire ce qui est juste. Le juge Leroy m'a demandé aujourd'hui de faire une réparation rapide et insuffisante. J'ai cédé parce que c'était un client et qu'il insistait, mais je sais que ce n'était pas le travail qu'il fallait faire. » Il prit les mains de son fils dans les siennes. « Lucas, je ne peux pas te dire quoi faire, mais je te connais, et je sais que tu ne pourras pas vivre en paix si tu laisses ton ami affronter seul une injustice dont tu es témoin. » Lucas serra les mains de son père. « J'ai déjà décidé de témoigner. Je voulais juste… je ne sais pas. Peut-être ta bénédiction, ta compréhension. Tu l'as, bien sûr. Et si tu perds cette bourse, nous trouverons une solution. Je peux travailler plus, prendre des chantiers supplémentaires. » « Non, papa, tu travailles déjà trop. J'ai des économies et je peux trouver un emploi à temps partiel. » Ils discutèrent tard dans la nuit, élaborant un plan pour les semaines à venir. Thomas ne mentionna pas qu'il connaissait désormais le juge Leroy personnellement, préférant ne pas compliquer davantage la situation. Le lendemain, alors que Thomas travaillait sur un chantier dans le Vieux-Lyon, son téléphone sonna. Un numéro inconnu. « Monsieur Mercier ?» Hélène Leroy à l'appareil. Thomas faillit lâcher son téléphone de surprise. « Madame Leroy, il y a un problème avec la réparation. » « Non, ce n'est pas ça. La fuite a recommencé, mais ce n'est pas pourquoi je vous appelle. » Sa voix semblait tendue. « Mon mari traverse une période difficile avec cette affaire judiciaire. Il ne dort plus, ne mange presque rien. Je suis inquiète pour lui. » Thomas ne comprenait pas où elle voulait en venir. « Je suis désolé, madame, mais en quoi puis-je vous aider ? Hier, après votre départ, il a reçu un appel qui l'a bouleversé.
Il a parlé d'un témoin clé qui pourrait tout changer dans l'affaire Desrosiers. Je ne devrais pas vous dire ça, mais ce témoin serait le fils d'un plombier. Est-ce que, par hasard, le cœur de Thomas s'accéléra. « Madame le roi, je ne peux pas discuter de cela. Je comprends, mais sachez que mon mari est un homme juste, au fond. Il est pris entre son amitié pour Philippe Vernet et son devoir de magistrat. Si votre fils est impliqué, François a besoin d'entendre la vérité quelle qu'elle soit. » Après avoir raccroché, Thomas resta immobile plusieurs minutes, assimilant cette conversation surréaliste. Le monde n'était pas seulement petit. Il semblait parfois orchestré par un dramaturge cruel. Ce soir-là, il reçut un appel du cabinet du juge Leroy, lui demandant de revenir d'urgence pour réparer définitivement la fuite. Cette fois, le juge semblait prêt à accepter l'ouverture du mur. Thomas ne pouvait s'empêcher de penser que cette invitation avait un double objectif. Lorsqu'il arriva le lendemain matin à la résidence Leroy, le juge l'attendait, l'air grave. Sans préambule, il déclara « Monsieur Mercier, j'ai appris que votre fils pourrait être un témoin important dans une affaire que je préside. Je devrais me récuser, mais avant de le faire, j'aimerais comprendre une chose. Pourquoi votre fils risque-t-il son avenir pour témoigner ?» Thomas posa sa caisse à outils, cherchant soigneusement ses mots. « Mon fils croit en la justice, monsieur le juge. La vraie justice, pas celle qui se plie aux convenances ou aux relations personnelles. » Le juge hocha lentement la tête, comme si cette simple réponse contenait une profonde sagesse qu'il avait lui-même oubliée. Le palais de justice de Lyon, imposant bâtiment néoclassique sur les quais de Saône, intimidait Thomas malgré ses 52 ans. Il n'avait jamais mis les pieds dans un tribunal, ayant toujours mené une vie simple et droite. Pourtant, ce matin de novembre, il franchissait ses portes massives pour soutenir son fils. L'audience préliminaire dans l'affaire Desrosiers était prévue à 10 heures. Thomas avait fermé son entreprise pour la journée, reportant tous ses rendez-vous. Dans le hall, il repéra immédiatement Lucas, en costume emprunté à un camarade trop grand pour lui. À ses côtés se tenait Marc, pâle et nerveux, accompagné d'un avocat à l'air fatigué. « Papa !» Lucas vint à sa rencontre, visiblement soulagé. « Tu es venu !»« Bien sûr que je suis venu. » Thomas serra son fils dans ses bras. « Comment te sens-tu » ?»« Terrifié, » admit Lucas avec un sourire crispé. « Mais déterminé. » Thomas salua Marc d'une poignée de main ferme. « Tout ira bien, les garçons. » La vérité finit toujours par l'emporter. Pas toujours dans un tribunal, murmura l'avocat Melambert en leur faisant signe d'avancer vers la salle d'audience. Dans le couloir, Thomas aperçut un homme corpulent en costume sur mesure, entouré de ce qui semblait être une délégation d'avocats. Philippe Vernet, sans doute, le promoteur immobilier. À ses côtés, un jeune homme au visage suffisant devait être son fils, l'accusateur de Marc. Leurs regards se croisèrent brièvement, et Thomas ressentit un mélange de pitié et de mépris pour cet homme, prêt à sacrifier l'avenir d'un innocent pour protéger son fils. Alors qu'ils approchèrent de la salle, Thomas remarqua le juge Leroy qui sortait d'un bureau adjacent. Leurs yeux se rencontrèrent et pendant un instant, Thomas crut voir une lueur de reconnaissance, peut-être même de respect, dans le regard du magistrat. Puis le juge s'éloigna sans un mot. Melambert les dirigea vers des sièges à l'avant de la salle. Le juge Leroy présidera cette audience préliminaire, mais il a déjà fait savoir qu'il pourrait se récuser ensuite pour le procès principal, invoquant un conflit d'intérêts potentiel. Lucas échangea un regard surpris avec son père. « C'est inhabituel, non ?»« Très », confirma l'avocat, « surtout pour un magistrat de sa réputation. » L'audience commença avec la solennité propre aux tribunaux. Le juge Leroy, dans sa robe noire, semblait encore plus imposant que dans sa demeure privée. Il présenta brièvement l'affaire, puis invita le procureur à exposer les accusations. Le procureur, une femme d'une quarantaine d'années à l'allure sévère, détailla les charges contre Marc Desrosiers. Coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail de 10 jours pour Antoine Vernet, étudiant en droit comme l'accusé.
Lambert présenta ensuite brièvement la défense, mentionnant l'existence d'un témoin clé qui remettrait en question toute la version de l'accusation. Thomas sentit la tension monter dans la salle quand l'avocat prononça le nom de Lucas Mercier. Philippe Vernet se pencha vers ses avocats, chuchotant furieusement. Le juge Leroy appela alors Lucas à la barre. Thomas serra brièvement l'épaule de son fils pour l'encourager, observant avec fierté ce jeune homme qui s'avançait, tremblant mais déterminé. Après avoir prêté serment, Lucas commença son témoignage d'une voix d'abord hésitante, puis de plus en plus assurée. Il décrivit la soirée étudiante, l'alcool qui coulait à flots, et comment Antoine Vernet avait provoqué Marc toute la soirée, jaloux de ses résultats académiques supérieurs. Antoine était ivre, expliqua Lucas. Il a commencé à insulter Marc, puis l'a poussé violemment. Marc a simplement essayé de se défendre quand Antoine lui a donné un coup de poing. Dans la bousculade qui a suivi, Antoine est tombé et s'est cogné contre une table. Marc n'a jamais voulu le blesser. Le procureur se leva pour contre-interroger Lucas. « Monsieur Mercier, n'est-il pas vrai que vous êtes un ami proche de l'accusé ?»« Oui, nous sommes amis. » Et n'est-il pas également vrai que vous bénéficiez d'une bourse d'études financée en partie par la Fondation Vernet? Lucas hésita un instant. C'est exact. Une bourse que vous risquez de perdre si vous témoignez contre Antoine Vernet? Oui, le procureur sourit comme si elle venait de marquer un point décisif. N'est-ce pas là une raison puissante de mentir pour protéger votre ami? De vous présenter comme un martyr, prêt à sacrifier sa bourse pour la justice? Alors qu'en réalité, vous cherchez peut-être à vous faire remarquer, à vous positionner comme un héros. Thomas sentit la colère monter en lui face à cette insinuation, mais Lucas resta calme. Non, madame, je témoigne parce que c'est la vérité. J'aurais préféré ne pas être impliqué du tout. Vraiment? N'avez-vous pas vous-même eu des différends avec Antoine Vernet par le passé? Lucas sembla surpris. Rien de significatif. Nous ne sommes pas amis, c'est tout. N'est-il pas vrai que vous avez été en concurrence pour un stage prestigieux que M. Vernet a obtenu? Thomas vit son fils blêmir légèrement. Ce détail, il ne le connaissait pas. C'était il y a plus d'1 an, et ce n'est pas pertinent. Le procureur s'approcha de Lucas, intimidante. « Je suggère que votre témoignage est motivé non par la recherche de la vérité, mais par une combinaison de loyauté envers votre ami et de ressentiment envers M. Vernet. Qu'en dites-vous » Lucas regarda droit dans les yeux du procureur. « Je dis que vous essayez de détourner l'attention des faits. Antoine Vernet a attaqué Marc en premier. C'est la vérité, que cela me plaise ou non. » Le juge Leroy intervint alors. « Y a-t-il d'autres témoins de cette altercation, monsieur Mercier ?» Plusieurs personnes étaient de présentes, mais la plupart avaient bu et n'ont pas vu le début de l'incident. Certains ont refusé de témoigner par peur de représailles de la famille Vernet. Un murmure parcourut l'assistance. Philippe Vernet se leva à moitié, outré, mais son avocat le força à se rasseoir. Le juge Leroy observa longuement Lucas, puis consulta ses notes. « Avez-vous mentionné ces faits à quelqu'un immédiatement après l'incident? »« Oui, votre honneur. J'ai appelé mon père cette nuit-là, bouleversé par ce qui s'était passé. » Tous les regards se tournèrent vers Thomas, assis au premier rang. Le juge hocha imperceptiblement la tête. « La cour souhaite entendre ce témoin. Monsieur Thomas Mercier, veuillez vous approcher. » Surpris, Thomas se leva maladroitement. Il n'avait pas prévu de témoigner. En passant devant Lucas, qui retournait s'asseoir, son fils lui murmura « Désolé, papa, je ne savais pas qu'il t'appellerait. » Après avoir prêté serment, Thomas se retrouva face au juge Leroy, dans un contexte bien différent de celui de leur première rencontre. « Monsieur Mercier, votre fils vous a-t-il contacté dans la nuit du 17 octobre, après l'incident impliquant Marc Desrosiers et Antoine Vernet? » Oui, votre honneur. Lucas m'a appelé vers 2 heures du matin, très agité. Que vous a-t-il dit? Thomas se rappela cette conversation nocturne, son fils en larmes au téléphone. Il m'a dit qu'il venait d'assister à une bagarre où son ami Marc avait été injustement accusé. Il m'a décrit exactement ce qu'il vient de témoigner. Antoine Vernet avait provoqué Marc toute la soirée, puis l'avait physiquement attaqué. Le procureur intervint. « Objection, votre honneur, c'est du oui-dire. »« Rejeté, répondit le juge Leroy.
Le témoignage de M. Mercier père est admissible pour établir la constance des déclarations de son fils, faites immédiatement après les faits. Thomas poursuivit son témoignage, relatant fidèlement la détresse de Lucas cette nuit-là et sa préoccupation immédiate pour la vérité des faits, bien avant que la question de la bourse ne se pose. Quand le procureur se leva pour le contre-interroger, son approche fut différente, plus personnelle. « Monsieur Mercier, quelle est votre profession? Je suis plombier, madame. Un métier honorable, et vous êtes le seul soutien financier de votre fils, n'est-ce pas? » « Oui, depuis le décès de mon épouse. La perte de la bourse Vernet serait donc catastrophique pour vous deux ?» Thomas se redressa légèrement. « Nous nous débrouillerions. L'argent n'est pas notre priorité. »« Une noble position, » dit le procureur avec un sourire condescendant. « Mais permettez-moi d'être direct. N'est-il pas naturel qu'un père soutienne la version de son fils, quelle qu'elle soit ?» Thomas fixa le procureur, puis le juge Leroy. « Madame, j'ai enseigné à mon fils que la vérité et l'intégrité passent avant tout. Si je pensais qu'il ment pour protéger son ami, je serais le premier à le confronter. Je ne suis pas ici pour défendre mon fils, mais pour confirmer ce qu'il m'a dit cette nuit-là avant que quiconque ne parle de conséquences ou de bourse d'études. » Le juge Leroy l'observait attentivement, et Thomas crut voir l'ombre d'un sourire passer sur son visage sévère. « Pas d'autres questions, monsieur Mercier. Vous pouvez vous rasseoir. » L'audience se poursuivit avec le témoignage d'Antoine Vernet, qui maintint sa version des faits, malgré plusieurs contradictions que Lambert s'empressa de souligner. Puis vint le tour de Marc, qui confirma naturellement la version de Lucas. En fin de séance, alors que le juge s'apprêtait à rendre sa décision préliminaire, Philippe Vernet demanda à s'adresser à la cour. Le juge Leroy hésita, puis accepta. « Votre honneur, » commença le promoteur d'une voix assurée, « je tiens à préciser que la Fondation Vernet n'exercera aucune pression sur les témoins dans cette affaire. La bourse de M. Lucas Mercier n'est nullement menacée par son témoignage aujourd'hui. » Des murmures surpris parcoururent la salle. Thomas et Lucas échangèrent un regard incrédule. Cette déclaration inattendue semblait être une tentative de Philippe Vernet de sauver la face, sentant peut-être que l'affaire prenait une tournure défavorable pour son fils. Le juge Leroy acquiesça solennellement. La cour prend note de cette déclaration. Puis, après un moment de réflexion, il annonça « Au vu des témoignages entendus aujourd'hui, j'estime qu'il existe un doute sérieux quant à la culpabilité de M. Desrosiers. En conséquence, je rejette la demande de détention provisoire et ordonne un complément d'enquête avant de décider si cette affaire doit être jugée au fond. » Marc et Lucas échangèrent une accolade de soulagement. Ce n'était pas encore une victoire définitive, mais c'était un pas important dans la bonne direction. Thomas sentit une vague de fierté l'envahir en regardant son fils. En sortant de la salle d'audience, ils croisèrent la famille Vernet. Antoine et son père passèrent sans un regard, mais Thomas remarqua que Philippe Vernet semblait moins arrogant, presque préoccupé. « Qu'est-ce qui a provoqué ce revirement à propos de ta bourse ?» demanda Thomas à son fils alors qu'il descendait les marches du palais de justice. Lucas haussa les épaules. « Aucune idée, peut-être la peur du scandale, ou une conscience tardive. » Thomas n'en était pas si sûr. Le regard que lui avait lancé le juge Leroy en quittant la salle suggérait que d'autres forces étaient peut-être en jeu. 3 semaines s'étaient écoulées depuis l'audience préliminaire. L'hiver s'installait sur Lyon, avec ses brumes matinales sur la Saône et son ciel gris caractéristique. Thomas continuait son travail quotidien de plombier, mais quelque chose avait changé dans sa façon d'aborder son métier. Ce matin-là, il terminait une installation dans un appartement de la Guillotière quand son téléphone sonna. C'était le secrétariat du juge Leroy. « Monsieur Mercier, le juge Leroy souhaiterait vous voir cet après-midi à son cabinet au palais de justice. » Serait-ce possible? Intrigué, Thomas accepta le rendez-vous pour 15 heures. Il n'avait pas revu le juge depuis l'audience et se demandait ce que pouvait bien lui vouloir le magistrat. À son arrivée au palais de justice, une greffière le conduisit jusqu'au bureau du juge, une pièce austère aux murs couverts de livres de droit.
François Leroy se leva pour l'accueillir, lui serrant la main avec une cordialité qui surprit Thomas. « Merci d'être venu, monsieur Mercier. » Le juge lui désigna un siège. « Je tenais à vous informer personnellement des derniers développements dans l'affaire impliquant votre fils. » Thomas s'assit, attentif. « Y a-t-il du nouveau ?» En effet. Antoine Vernet a retiré sa plainte contre Marc Desrosiers hier. L'affaire est classée. Un sourire éclaira le visage de Thomas. C'est une excellente nouvelle. Lucas sera soulagé. Ce n'est pas tout, poursuivit le juge Leroy. Philippe Vernet a également confirmé que la bourse de votre fils est maintenue, sans condition. De plus, il marqua une pause, semblant chercher ses mots. De plus, j'ai décidé de me récuser définitivement de toute affaire impliquant la famille Vernet à l'avenir. Thomas observa le juge avec curiosité. L'homme semblait différent, moins rigide, presque humain. « Puis-je vous demander pourquoi vous me dites tout cela en personne, monsieur le juge ?» François Leroy se leva et se dirigea vers la fenêtre, contemplant un instant la place du palais en contrebas. « Votre fils et vous m'avez rappelé quelque chose d'important, monsieur Mercier. Quelque chose que j'avais peut-être oublié au fil des années. » Il se tourna vers Thomas. Quand je vous ai dit de simplement réparer ce qui fuyait et de partir, vous avez fait exactement ce que je demandais, tout en me prévenant des conséquences. Et bien sûr, la fuite est revenue, pire qu'avant. C'était une métaphore parfaite de ce que je faisais dans cette affaire. Thomas ne répondit pas, laissant le juge poursuivre sa réflexion. J'allais fermer les yeux sur une injustice par loyauté envers un vieil ami, comme vous aviez fait une réparation insuffisante à ma demande. Mais certaines fuites ne peuvent être ignorées, n'est-ce pas? Elles empirent jusqu'à ce qu'on s'occupe vraiment du problème sous-jacent. Thomas hocha lentement la tête. Dans mon métier, monsieur le juge, les solutions temporaires finissent toujours par coûter plus cher que de faire le travail correctement dès le début. C'est la même chose dans le mien. Le juge revint s'asseoir à son bureau. Ma femme m'a beaucoup parlé de vous après votre intervention chez nous. Elle a dit que vous étiez un homme intègre qui faisait son travail avec dignité, même face à, disons, un client difficile. Thomas ne put s'empêcher de sourire. J'ai connu des clients plus compliqués que vous, monsieur le juge. François Leroy laissa échapper un petit rire, probablement le premier que Thomas entendait de sa bouche. J'ai parlé à Philippe Vernet après l'audience. Je lui ai dit que son fils risquait gros si l'affaire allait jusqu'au procès avec un témoin aussi crédible que Lucas. La vérité aurait fini par éclater et le scandale aurait été bien plus dommageable pour sa réputation que d'admettre l'erreur de son fils maintenant. Et il vous a écouté. Nous nous connaissons depuis l'université. Il sait que je ne lui aurais pas dit cela si je n'étais pas convaincu de la véracité du témoignage de Lucas. Le juge marqua une pause. Votre fils a un bel avenir dans le droit, monsieur Mercier. Son intégrité est rafraîchissante dans notre profession. Il tient ça de sa mère, dit doucement Thomas, et de son père, j'en suis certain. Le juge Leroy consulta sa montre. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps. J'ai simplement pensé que vous méritez de connaître l'issue de cette affaire et de recevoir mes excuses pour mon comportement lors de notre première rencontre. Thomas se leva, surpris par ces paroles inattendues. « C'est oublié, monsieur le juge. Une dernière chose, » ajouta François Leroy en se levant à son tour. « Ma femme me fait remarquer que notre salle de bain aurait besoin d'une rénovation complète de la plomberie. Cette fois, je vous fais confiance pour faire le travail comme il se doit, sans compromis. » Thomas sourit largement. « Ce sera avec plaisir, monsieur le juge. » En quittant le palais de justice, Thomas sentit un poids se lever de ses épaules. Le froid de décembre lui paraissait moins mordant, le ciel gris moins oppressant. Il décida de faire un détour par l'université pour annoncer la bonne nouvelle à Lucas, en personne. Il le trouva à la bibliothèque, plongé dans ses révisions. En voyant son père, Lucas l'entraîna dehors. « Papa, qu'est-ce qui se passe ?» Thomas lui raconta sa rencontre avec le juge Leroy et l'abandon des poursuites contre Marc. Le visage de Lucas s'illumina progressivement. « C'est incroyable, j'étais tellement inquiet. » Il serra spontanément son père dans ses bras.
Merci d'avoir été là, papa. Je n'ai pas fait grand-chose, répondit Thomas, ému. C'est toi qui as eu le courage de témoigner malgré les risques. Ils marchèrent un moment, en silence, le long des quais de Saône, contemplant l'eau qui coulait paisiblement sous les ponts de la ville. Tu sais, dit finalement Lucas, j'ai beaucoup réfléchi ces dernières semaines. Cette expérience m'a fait comprendre quelque chose d'important sur le droit et la justice. Thomas l'encouragea à poursuivre d'un regard. Le droit est un outil, comme la clé à molette dans ta caisse. Ce qui compte, c'est l'intention de celui qui l'utilise. On peut s'en servir pour réparer ou pour déformer la vérité. Lucas s'arrêta, fixant l'horizon. Je veux être le type d'avocat qui répare, papa. Qui fait le travail correctement, même quand c'est difficile ou que ça demande plus d'efforts. Thomas sentit sa gorge se serrer d'émotion. Dans les paroles de son fils, il reconnaissait l'écho de ses propres valeurs, transmises silencieusement à travers les années, non par de grands discours, mais par l'exemple quotidien d'un travail bien fait. « Ta mère serait tellement fière de toi », murmura-t-il. Lucas sourit, les yeux brillants. « De nous deux, papa, de nous deux. » Ce soir-là, rentré chez lui, Thomas sortit une vieille photo de Marie et la posa sur la table du salon. Il lui parla en silence, comme il le faisait parfois, lui racontant cette étrange histoire qui avait commencé par une fuite d'eau chez un juge arrogant et s'était transformée en une leçon de vie pour tous les protagonistes. Le lendemain, il se rendit chez le juge Leroy pour commencer les travaux de rénovation de la salle de bain. Cette fois, il ne se contenterait pas d'une réparation superficielle. Il ferait le travail comme il devait être fait, à fond, avec soin et intégrité. Comme toujours, quand le juge vint observer son travail en fin de journée, Thomas lui expliqua en détail ce qu'il faisait et pourquoi. François Leroy l'écoutait avec une attention nouvelle, posant parfois des questions pertinentes. Ce n'était plus un juge hautain face à un plombier insignifiant, mais deux hommes partageant un respect mutuel pour le travail bien fait. « Vous savez, » dit le juge, alors que Thomas rangeait ses outils, « nous ne sommes pas si différents, finalement. Nous cherchons tous les deux à réparer ce qui est brisé, chacun à notre façon. » Thomas acquiesça, sentant la justesse de cette observation. « La différence, c'est que moi, je peux voir immédiatement si ma réparation tient. Pour vous, les conséquences de vos décisions peuvent prendre des années à se révéler. C'est vrai, admit le juge avec un sourire pensif. C'est peut-être pour ça que nous, juges, devrions parfois nous rappeler l'importance des petites choses, des vérités simples. En quittant la demeure des Leroy ce soir-là, Thomas pensa à son fils qui préparait ses examens, au juge qui reconsidérait peut-être sa façon d'exercer, à Marc qui pouvait poursuivre ses études sans l'ombre d'une condamnation injuste, et même au Vernet, père et fils, qui avaient peut-être appris quelque chose de cette expérience. Toutes ces vies entrecroisées par hasard, comme des tuyaux dans un système complexe de plomberie. Une fuite réparée ici pouvait prévenir une inondation là-bas. Un témoignage sincère pouvait rétablir un équilibre rompu. Un simple plombier pouvait rappeler à un juge le sens profond de sa mission. Thomas sourit dans la nuit lyonnaise. Il n'avait fait que son travail après tout, réparer ce qui était brisé du mieux qu'il pouvait, comme toujours, comme il continuerait à le faire jour après jour avec la même dignité tranquille. Car c'est dans ces gestes quotidiens, ces choix apparemment anodins, que se forge le caractère d'un homme. Et parfois, très rarement, que se révèle sa grandeur. Si vous avez apprécié cette histoire, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne pour découvrir d'autres récits comme La dignité du plombier. J'aimerais beaucoup savoir de quelle région du monde vous nous regardez. Partagez votre pays ou votre ville dans les commentaires. Votre soutien me permet de continuer à créer des histoires authentiques qui nous rapprochent, malgré les distances. Merci de votre